Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les flancs du mont Kakolima aussi sont illégalement occupés. Le ciel gronde pour les agents verrés de l'habitat. Une mission conduite par le nouveau ministre de la Ville et le haut commandement de la gendarmerie était sur place pour des mesures sont annoncées. Et puis nous irons à Sobané dans la préfecture de Bofa. Dans cette localité, la pêche artisanale est le passe-temps favori des populations. Enfin, Cannes 2023, c'est bien possible en Guinée. Le COCAN rencontre le nouveau patron du ministère des Sports pour débattre du nouveau avancement des préparatifs de cette fête du foot africain. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État est à Paris. Professeur Alpha Condé a successivement reçu en audience la secrétaire générale de la francophonie et les autorités françaises. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de l'axe de coopération entre Conakry et ses partenaires. Sanassi Keita, envoyé spécial. La démocratie, la préservation, la gestion, le règlement des conflits et le soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme, l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations sont entre autres questions au menu de ces échanges entre la secrétaire générale de la francophonie et le président en exercice de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé et Michael Jean ont longuement discuté de ces différentes questions dans le but surtout de renforcer la coopération entre les pays africains et l'Organisation internationale de la francophonie. Autre audience du chef de l'État, celle accordée au ministre de l'Intérieur de la République française. Les échanges entre professeur Alpha Condé et Gérard Colombe ont gravité autour des questions de sécurité. L'objectif étant surtout de renforcer la coopération entre Paris et Conakry dans ce domaine. Le ministre français de l'Intérieur a rassuré le président Alpha Condé de sa totale disponibilité de faire en sorte que la coopération entre la France et la Guinée s'intensifie surtout au profit des deux peuples dans le but de préserver leur sécurité. Et puis de son côté, le Premier ministre a reçu hier en audience le secrétaire général de l'Union de la presse francophone. L'organisation Conakry des 46e assises de la presse francophone était au cœur de cette rencontre. Compte rendu d'audience, Hadi Kamara. Jean Kouchner est le secrétaire général de l'Union de la presse francophone depuis mars 2013. Il est en Guinée dans le cadre de la tenue à Conakry du 20 au 25 novembre 2017 des 46e assises de la presse francophone. Vu l'importance et la solennité que la presse entend imprimer à l'événement, Jean Kouchner multiplie les contacts et les initiatives auprès des autorités guinéennes. C'est un grand moment de la vie des médias et des journalistes du monde francophone, puisqu'il y aura une cinquantaine de pays représentés, sans doute autour de 300 journalistes et dirigeants de médias. Et nous allons travailler et réfléchir ensemble à notre travail de journaliste qui intéresse d'abord les citoyens, bien sûr, qui intéresse d'abord les gens. La qualité que nous voulons dans nos travaux, elle intéresse les gens qui sont nos lecteurs, nos téléspectateurs ou nos auditeurs. Donc il faut essayer d'être le meilleur possible. Le Premier ministre Mamadi Yula a saisi l'occasion pour assurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour la réussite de l'événement, car selon lui, la presse joue un rôle de premier ordre dans la promotion de la culture démocratique, la construction d'un état de droit, la bonne gouvernance économique et financière et la préservation de la paix dans le monde. Ce chiffre à retenir ce soir, 483 milliards de francs guinéens. Sur le nouveau budget de l'État, cette augmentation fait suite aux travaux de la session extraordinaire relative à la loi de finances rectificative 2017. Le point avec Robert Siditourno. Ce budget rectifié de l'État qui vient d'être adopté se chiffre à plus de 15 812 milliards de francs guinéens contre plus de 15 417 milliards de francs guinéens de la loi de finances initiale, soit un accroissement des dépenses de 483 milliards. Justement, à quoi ce montant pourrait servir? C'est à l'intérieur que nous avons demandé quelques aménagements, puisque le gouvernement a décidé, par exemple, de ne pas envoyer d'étudiants cette année dans les universités privées. Les dépenses qui initialement étaient payées aux universités privées pour recevoir des étudiants, des bacheliers, vont être une économie. L'autre recommandation, c'est que sachant qu'il y a des prestations faites par les universités privées qui n'ont pas été payées, donc il y a des arriérés, nous avons recommandé que ces arriérés soient payés aux universités privées. Et il en va de même de certains secteurs prioritaires pour lesquels nous avons demandé qu'il y ait une amélioration
n'est-ce pas, des ressources techniques, financières, humaines en matière de sécurité. Nous avons demandé également à ce que, au niveau des transports routiers, que les infrastructures routières soient améliorées compte tenu de leur niveau de dégradation perceptible par tous et qui affecte tous. Après l'adoption du budget rectifié, les députés ont ensuite examiné et adopté l'accord de prêt du Fonds cohésien pour la reconstruction de la route Guékédou-Kondembadou, longue de 35 km. Il s'agit d'un prêt concessionnel de plusieurs millions de dinars cohésiens qui permettra la réhabilitation de 18 km de ces tronçons. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour que dans le premier trimestre 2018 ou le second trimestre, que nous arrivons à mettre tout en place et que les travaux démarrent. Depuis 1993, on nous avait annoncé pendant la campagne présidentielle de 1993 que ce travail-là aurait été fait. De 1993 à maintenant, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Il nous a fallu attendre cette providence. La providence du gouvernement du professeur Alpha Condé pour que cette route capitale pour la forêt et pour Guékédou soit entamée. Ce fut aussi une occasion pour les députés d'adopter 2 avenants. Pour les élus du peuple, ces avenants ont des enjeux majeurs pour la continuité des projets miniers de la CBK et de Djandjan. Enfin, l'accord de financement entre l'IDA et la République de Guinée relatif à la gouvernance économique pour un montant de 22 millions de dollars américains et l'accord de financement entre l'IDA et la République de Guinée dans le cadre du projet urbain d'addition d'eau pour un montant de 30 millions de dollars américains ont été adoptés à l'unanimité des députés présents. Après 15 jours d'intenses débats, la session extraordinaire s'est achevée ce mardi à l'Assemblée nationale. À la cérémonie de clôture, le président de l'Assemblée nationale a salué la mission du chef de l'État qui est allé décrocher les 20 milliards de dollars américains avec la Chine. Il est au micro de Robert Siditono, Tierno Younoussaba. Nous devons saluer tous les efforts que déploie le gouvernement et l'encourager à les poursuivre. Il en est ainsi du récent succès diplomatique et économique en Chine de M. le Président de la République avec son gouvernement qui ont réussi à signer un important financement à hauteur de 20 milliards de dollars US à des conditions concessionnelles. Les travaux de la 15e session du comité de suivi des accords politiques, la CENI annonce un projet de chronogramme des élections locales, un signal fort pour la tenue des prochaines élections en Guinée. Explication, Mohamed Lamine Kamara. La Commission électorale nationale indépendante CENI reprend effectivement sa place au sein du comité de suivi de l'accord politique. Pour la première fois, la Commission électorale nationale indépendante annonce un projet de chronogramme des élections locales. Aujourd'hui, les termes de référence de l'audit du fichier sont prêts. L'avis de manifestation est prêt aussi pour être publié. Le seul point de discorde qui était au niveau de la problématique, je pense que l'accord est trouvé aujourd'hui pour que la CENI puisse publier l'avis de manifestation d'intérêt pour l'audit du fichier. Ça, c'est un prélude au recrutement d'un cabinet international qui va venir auditer le fichier, un prélude aussi à l'organisation des élections nationales à venir, notamment les législatives et l'élection présidentielle. La CENI est intervenue sur le projet ou l'avant-projet de chronogramme que nous avons eu à présenter, qui était décliné en différentes familles d'activités opérationnelles qui en leur sein avaient des activités, donc 15 familles d'activités qui est contenu dans notre avant-projet de chronogramme que nous avons expliqué, décliné, qui va se réaliser en 90 jours plus 30 jours de distribution, qui est un délai légal incompressible de la loi actuelle, donc du code électoral révisé. Maintenant, la démarche à suivre pour arriver vraiment à la date des élections ou à une proposition de date au chef de l'État, qui est seul habilité à fixer la date des élections, donc à convoquer le corps électoral en République de Guinée. Ces éléments d'information viennent ainsi renforcer la liste des progrès enregistrés dans les préparatifs des élections.
Ce plan opérationnel des élections locales rassure l'ensemble des parties prenantes. Nous avons une CENI qui est là et qui a saisi cette opportunité d'ailleurs pour nous présenter dans ces grandes lignes l'avant-projet de chronogramme pour les prochaines élections locales. Cet avant-projet prévoit un délai de 120 jours à partir d'une date qui reste à déterminer. Donc nous avons estimé que ces 120 jours nous amènent au-delà de l'année 2017. Donc cela nous amènera de toute façon en 2018, sans parler des incertitudes qui sont liées au financement. La communauté internationale et nous-mêmes, nous sommes tous réjouis du fait que nous ayons ce chronogramme, que nous ayons des délais précis, que nous ayons un budget et que l'État mettra tout en œuvre pour que ce budget-là soit adopté avec le concours, s'il le faut, de nos partenaires internationaux qui ont manifesté leur volonté. En dépit des efforts fournis par les commissions techniques de travail, certaines dispositions de l'accord consensuel restent encore non appliquées. Et j'ai été clair, la clôture de mon intervention, j'ai tout simplement lu le point 23 des points de l'accord qui dit que la durée de l'accord se situe lorsqu'on aura fini les élections législatives de 2018. C'est clair dans les points de l'accord, c'est ce que tout le monde a signé. Tant qu'on n'aura pas franchi ce cap, n'est-ce pas, en termes de temps, il ne faudrait pas dire que tout n'est pas encore fait. Vous avez certains chapitres, tels que la Haute Cour de justice, mais qui ne se débattent pas tout simplement au sein du comité de suivi. Une haute cour de justice, approchez-vous un peu des juristes pour savoir ce qu'est son contenu. La majeure partie, ce n'est pas des magistrats ou des administrateurs territoriaux, c'est des députés de l'Assemblée nationale. Vous avez le problème de la CENI. La CENI ne se résout pas au sein du comité de dialogue. Le dialogue a été clair là-dessus également, en disant que le problème de la CENI se résout au niveau de l'Assemblée nationale. Mais une proposition de loi y afférent est déjà disponible au niveau de l'opposition et l'on a dit qu'elle peut servir de base de discussion. Au cours de ces travaux de la 15e session, les rapporteurs des commissions techniques ont fait le point sur l'état de la mise en œuvre des points de l'accord. À ce jour, le comité de suivi enregistre plusieurs avancées permettant d'aboutir à la tenue d'élections apaisées dans un climat de confiance mutuelle. La Guinée, dans la perspective des élections communales, comment se prépare le scrutin? Les acteurs s'activent sur le terrain. Des élections crédibles et un bon ancrage démocratique sont les défis que tentent de relever les différents acteurs impliqués dans ce processus. Explication, Diene Yansane. L'organisation des élections locales reste un défi pour la CENI. L'institution travaille désormais sur un chronogramme électoral. Sur le terrain, les partenaires techniques, eux, s'occupent de la validation du code de bonne conduite par toutes les composantes sociales. La Guinée s'achemine vers l'organisation des élections de proximité. Et il me semble qu'il est de la plus haute importance que les acteurs majeurs du processus, que sont les partis politiques, puissent savoir comment communiquer, comment véhiculer des messages, comment s'adresser à leur auditoire, à leurs militants pour pouvoir aller à des élections apaisées dont les résultats seront acceptés de tout le monde. Une cinquantaine de jeunes venus de plusieurs structures et formations politiques prennent part à cette rencontre d'échange en période électorale. Cette formation s'inscrit dans le cadre de renforcement de capacités pour donner aux membres de cette commission, qui sont des porte-paroles et qui résident dans toutes les régions de la République de Guinée, à pouvoir conduire des actions de plaidoyer et à pouvoir amener toutes les formations politiques à être persuadées de l'éthique politique et de dialogue politique afin de ramener l'apaisement dans les compétitions électorales et dans le débat politique. La CENI et ses partenaires se fixent le défi de réussir l'organisation des prochaines élections communales et communautaires. La sensibilisation et l'implication des citoyens devraient permettre de réussir le pari d'un scrutin apaisé.
Dans l'actualité encore, les flancs du mont Kakulima sont illégalement occupés. C'est le constat fait par le nouveau ministre de l'aménagement de la ville, Dr Ibrahima Kourouma, et le haut commandant de la gendarmerie nationale étaient sur le site. Des mesures sont annoncées. Ils se sont rendus aussi sur le site réservé de Kaka et dans la forêt de Kouria. Voyons tout cela avec Saint-Martin Fancy-Nadouno. Les secteurs de Kindiadi et Koya, kilomètre 43, sur les flancs du mont Kakulima. Cette zone forestière, située entre les préfectures de Koya et d'Ubreka, reste illégalement occupée. Malgré les règles d'urbanisme qui la classent zone inconstructible, elle est la convoitise des particuliers. Les autorités de l'habitat doivent stopper les aménagements entamés ici. J'ai trouvé déjà que l'aménagement du site était en cours, pratiquement fini, une bonne partie de cet aménagement, mais je ne suis jamais arrivé sur le site. Les deux préfectures qui discutent cette propriété, c'est-à-dire de Breka et Koya, les deux autorités que nous sommes, le préfet et moi-même, à plusieurs reprises, nous avons arrêté les travaux qui s'exécutaient ici. En visite de terrain sur ces sites réservés de l'État, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le haut commandant de la gendarmerie nationale et les cadres de l'environnement appréhendent un aménagiste clandestin. Il est aussitôt mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Ici, comme ailleurs, les bâtiments ont poussé dans l'anarchie et les techniciens n'écartent pas des risques d'éboulement à l'avenir. Un peu plus loin, le long de la route nationale numéro 1, dans les forêts du pont Kaka et de Kouria, l'occupation illégale s'est faite à pas de course. De façon administrative, nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut. Nous allons extirper du lot de nos responsables, tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Et puis, comme je le disais, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Tous ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans cette situation vont naturellement eux aussi répondre devant les autorités. Ça, c'est une situation sur laquelle nous n'allons pas hésiter. Mais je voudrais rassurer tout le monde que ce que nous faisons, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas le feu de paille. Nous allons aller jusqu'au bout. Il y a une chose qui est très claire, il faut que chacun se rende compte, on ne peut pas défier l'État. Cette façon d'agir sur les zones réservées, cette façon d'agir sur la forêt est une défiance. Dans le combat de la récupération des réserves foncières et forestières de l'État, le haut commandant de la gendarmerie s'est aussi engagé. Nous allons mener des enquêtes très approfondies sur les responsabilités des uns et des autres. Lorsque le citoyen a été complètement, disons, autorisé, sur la base des documents légaux, légitimes, réglementaires et sur la base des règles fiables, nous prendrons ça en ligne de considération, mais ça va se retourner contre les cadres qui savent très bien que ces domaines appartiennent à l'État. Une forêt classée, par exemple, ne peut pas faire l'objet d'entame. Donc les cadres qui ont été responsables de cela vont répondre devant les commissions d'enquête que nous coordonnons. Avec l'accompagnement des forces de sécurité, les équipes commenceront les opérations de délimitation de toutes ces zones publiques privatisées. Un projet pour le développement de la pisciculture se prépare au ministère des Pêches. Après des mois d'études de faisabilité, un atelier de restitution s'est tenu ce mardi à Conakry. En toile de fond, présenter les résultats de cette étude. Alassane Djogobari. Depuis les années 2000, l'Agence française de développement soutient la pisciculture familiale extensive en région forestière. D'une vingtaine de pisciculteurs concentrés aux abords de la ville de Zérékoré, aujourd'hui ce sont 1500 pisciculteurs qui s'adonnent à ce métier sur l'ensemble de la Guinée forestière ainsi que dans 2 préfectures de la Haute-Guinée sur une superficie totale d'environ 300 hectares repartis entre 172 villages. L'étude de faisabilité objet de la présente restitution a pour but de venir en appui à l'AFD dans la définition de nouveaux projets de développement de la pisciculture en partant de l'expérience de la forêt. Pour ce futur projet, l'AFD milite pour un changement de dimension au travers de l'extension à terme de notre intervention sur le territoire national et par voie de conséquence l'accompagnement de l'expansion à terme de la pisciculture sur tout le territoire de la Guinée. La professionnalisation de l'activité
et en quelque sorte l'émergence d'une filière d'activité à part entière. Cette faisabilité oriente notamment sur le profil institutionnel du projet, ses composantes, sa durée, ses phases et son mode opératoire. Notre pays recèle un important potentiel diversifié en pisciculture au niveau de chacune des 4 régions naturelles. Son exploitation rationnelle constitue une alternative pour une autosuffisance alimentaire permettant de combler le déficit de consommation en protéines halieutiques. Au cours de la journée, les consultants qui ont travaillé en étroite collaboration avec la Direction nationale de la pisciculture, les acteurs sectoriels et l'AFD ont présenté et soumis en débat les données provisoires du projet, une étude de faisabilité qui sera complétée au cours des prochaines semaines. L'objectif visé par l'AFD et l'État guinéen étant le démarrage du projet à partir de 2018. À présent, nous vous amenons à la découverte de Sobané dans la préfecture de Bofa, un site touristique où la proximité de l'océan offre aux populations l'opportunité de faire de la pêche artisanale leur passe-temps favori. Isidore Koununanamou de Tunkarata, David Silla et Ousmane Sissé nous plongent dans le quotidien de cette localité. Images et témoignages. Nous sommes ici au port de pêche de Sobané, un port de pêche où la RTG a l'honneur, pour preuve, une pirogue porte son nom et c'est le numéro 1 des pirogues ici. Nous sommes venus au contact de ces populations, de ces braves femmes, de ces braves hommes qui, à travers les produits de la pêche, arrivent à surmonter les difficultés du moment et à tirer leur épingle du jeu. Pratiquant partiellement l'agriculture, le petit commerce, la production d'huile de palme et l'extraction du sel, les populations de Sobané ont pour activité principale la pêche artisanale. Tout le matin, le port de pêche est au centre de tous les intérêts. Des attroupements autour des filets de pêche et des pirogues matérialisent les préparatifs du voyage en mer. Tôt le matin, notre souci premier est de s'apprêter pour aller à la pêche. Des fois, nous y retournons avec beaucoup de poissons. Et parfois, ça ne marche pas du tout. Mais ce n'est pas souvent très mauvais. Grâce à Dieu, on trouve notre nourriture du jour. Nos difficultés se résument au manque d'équipement. Filets de pêche, pirogues et surtout les gilets de sauvetage. Après le départ des premiers pêcheurs, le tri et la vente de la moisson matinale concentrent l'attention en attendant le retour des champions qui passent la journée en mer. Maintenant, nous attendons le retour des pêcheurs qui, depuis le matin, sont allés en haute mer. Un retour qui sera très mouvementé avec la présence tout à l'heure des femmes à la recherche du poisson. C'est bien tard dans la nuit, aux environs de 22 h, que la lueur des torches annoncera le retour des soldats de la pêche artisanale. Malgré le temps, quelques femmes sont aux aguets. 23 h. Nous sommes venus et il est 23 h. Les poissons sont dans la pirogue là-bas. On les vend aux femmes 5 à 5 000 ou à 10 000 francs guinéens selon la qualité. Après tout, par jour, notre intérêt varie entre 300 à 400 000 francs guinéens. C'est également le moment pour les femmes qui excellent dans la pêche traditionnelle d'annoncer leur retour avec en bandoulière leur panier de chasse. Nous faisons la pêche traditionnelle. Voilà comment nous la pratiquons avec cet équipement. On préfère la nuit, car c'est pendant ce temps que les poissons viennent en surface. Nous sommes très nombreuses dans ce métier. C'est à travers ça que nous subvenons aux besoins de nos enfants. Ce n'est pas trop dur pour nous. Cette nuit, nous avons eu un peu de poisson. Ce qui nous manque, c'est bien ce filet de pêche traditionnel. Et sur la question, nous sollicitons le soutien des autorités. À Sobané, le poisson est la principale source de revenus. L'arrivée des pêcheurs sonne l'entrée en scène des femmes qui achètent et vendent en détail les poissons. Elles n'ont presque pas de repos. Elles doivent les fumer la même nuit et il est 23 h passées. Dans la chaleur de four, le travail du poisson est pour ces braves femmes une passion malgré quelques difficultés. Après l'achat du poisson au port, notre travail est de le sécher et de le fumer pour le vendre en
de taille aux commerçantes qui viennent de Conakry et environ. Là-dessus, avant souvent quelques intérêts de 20 000 à 30 000 francs guinéens. La fumée et l'odeur qui se dégagent de cette cabane de séchage du poisson, aussi bien ici que n'importe où dans le village, mélangée à la fraîcheur suave que la mer offre à l'atmosphère, font de Sobanais un village de pêcheurs où il fait bon vivre. Un village où les produits halieutiques permettent aux populations de braver les difficultés socio-économiques de l'heure et de subvenir à leurs besoins. Autre facette de l'actualité, CAN 2023, la Guinée se prépare à accueillir la biennale du foot africain. Le comité d'organisation travaille d'arrache-pied pour gagner le pari. Les membres du COCAN ont rencontré le nouveau ministre des Sports. Au menu des débats, le niveau des préparatifs de la CAN 2023. Mamadou Saliouba, Maurice Sidibé. Ce sera une première dans l'histoire du pays. En 2023, la Guinée va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un comité d'organisation est mis en place depuis l'année dernière. Ses membres rencontrent le nouveau ministre des Sports. Au menu des discussions, le niveau de préparatifs de la grande messe du football africain en 2023. Nous avons fait l'état des lieux avec M. le ministre Bantama et nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'ensemble des membres pour satisfaire les Guinéens sceptiques qui pensent que nous ne sommes pas capables d'organiser la CAN 2023. Donc, monsieur le ministre devait prendre un engagement politique en tant qu'autorité politique et il a pris cet engagement ferme de faire en sorte que le budget qui doit être mis à la disposition du comité d'organisation soit effectif et que le siège que M. le Président de la République vient de doter le COCAN soit rénové et équipé pour que les activités futures puissent être développées aussi rapidement que possible. 4 sites sont choisis pour la réalisation des stades. Nzérikori, Kankan, Labé et Conakry. Mais avec les réformes engagées par la Confédération africaine du football, les équipes qualifiées pour la CAN passent de 16 à 24 et les stades également de 4 à 6. Pour les membres du COCAN, cependant, la CAN se tiendra bien en Guinée en 2023. Je le crois qu'on fait. Je ne suis pas optimiste, je suis sûr qu'on fera la meilleure CAN ici. Et n'écoutez pas la rue, voyez ce que nous sommes capables de faire. Vous avez des hommes qui ont la capacité managériale qui vont le faire. Et tout le monde converge dans le même sens. Et nous sommes très heureux pour ça. Avant la Guinée, la CAN se tiendra au Cameroun en 2019 et en Côte d'Ivoire en 2021. Page noire, douleur et consternation dans le Nabaya. Elhadji Amadou Chérif n'est plus. Le Ridi de Kankan est décédé ce 11 septembre des suites de maladie. Fils de Cheikh Fanta Madi Chérif, la mort de ce grand religieux afflige toute la Guinée. Ansoumani Toumani Kamara. 24 heures après la disparition de Elhadji Amadou Chérif, la première délégation gouvernementale est arrivée ce mardi à Kankan. Cette délégation dépêchée par le chef de l'État vient participer aux préparatifs des obsèques de l'illustre disparu. L'inspecteur régional des affaires religieuses de Kankan et père adoptif du président Alpha Condé. La disparition de Elhadji Amadou Chérif, c'est le baobab qui s'affaisse dans la forêt. Un véritable baobab. Parce que le social à Kankan ne peut ni être dit ni être fait en son insu. Le culturel sur le plan religieux à Kankan ne peut ni être dit ni être fait en son absence. Le chef de l'État qui est hors du pays a fait diligenter cette mission que j'ai l'honneur de conduire à Kankan. Venir exprimer au Nabayaka que les funérailles de Elhadji Amadou Chérif sont l'affaire de toute la nation guinéenne. Décédé à l'âge de 87 ans, Elhadji Amadou Chérif est le 10e des 12 garçons de l'érudit de Kankan, Cheikh Fanta Madi Chérif, appelé ici Karamosekouba.
Comme son père, El Hadj Amadou a été un modèle de religieux, de tolérance, de sagesse et surtout d'unité des peuples. Sa quatrième et la seule vivante de ses épouses est venue du Burkina. Elle est témoin des dernières minutes de son mari, après quelques mois de maladie à son domicile au quartier Salamani dans la commune urbaine de Kankan. Devant moi, chapelet à main, il m'a dit de veiller sur les enfants. Dans la concession, ici, El Hadj avait en charge 103 talibés, venus de tous les horizons. Moi, en personne, j'ai été donnée gracieusement en mariage par mon père, qui a été un des talibés de Karamoh Sekouba. En 2006, lors de la fête de Tabaski, El Hadj Amadou Chérif a invité la jeunesse de Kankan à s'investir davantage dans la recherche de la connaissance. Par ailleurs, le secrétariat général des affaires religieuses a convié toutes les autorités religieuses en général et celles préfectorales et communales de Kankan en particulier à prendre toutes les dispositions utiles pour conférer à la cérémonie d'inhumation de ce Téridi hors pair une dimension nationale. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Propriété intellectuelle et emploi des jeunes, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. 18e du genre, cette journée sera mise à profit pour débattre des questions de jeunesse en Guinée. Les propos du ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé sont recueillis par Maïmouna Bella Diallo. Propriété intellectuelle et emploi des jeunes. Tel est le thème choisi pour célébrer cette 18e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le choix de ce thème s'explique par le lien fort entre la propriété intellectuelle et la création d'emplois. À l'instar de la communauté africaine, notre pays, la Guinée, célèbre cette journée pour sensibiliser les opérateurs économiques, les chercheurs, les étudiants et les jeunes sur le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation et de la créativité. Je tiens à rassurer les jeunes de Guinée que le gouvernement du professeur Alpha Condé ne ménagera aucun effort pour apporter son concours afin de faire de la création d'emplois jeunes basés sur l'économie du savoir une réalité en Guinée. Ailleurs dans le monde, l'actualité reste dominée par les conséquences de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le président Macron vient au chevet des victimes. Sur le continent, au Zimbabwe, c'est l'ouverture ce mardi du procès de l'opposant Evan Jawirir. L'actualité internationale. L'opposant zimbabwéen Evan Mawarir a débuté ce matin à Harare. L'opposant est accusé d'avoir incité des étudiants à faire des grèves. Il a été au tribunal entouré de ses avocats. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. lagine kame dimendi fori gidan kame dimendi fori mo baro xebu tantina ho be wakati bi wota na ma goro ya tikim gora alhamdulillah rabbil alamin to fa wo wakil mene wo maso wa xibar kan kire xaxli na mu ina be wo xatel bi se mo xana tagra ba de be